À chacun d'entre vous. On va passer la main à Sophie pour le dernier témoignage. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Dans la lignée du coup de ce qui vient d'être dit pour Valorex, dans une approche donc moins scientifique sur notre activité, mais c'est d'essayer de démontrer qu'effectivement, et même d'affirmer que la RSE, de manière générale, est dans une démarche d'innovation responsable, c'est bien sûr possible en PME. Et effectivement, le point du financement est un point important, et le point aussi des effectifs et des personnes qui sont capables de prendre en charge ces aspects-là. Du coup, dans la présentation, j'ai essayé d'être assez transparente sur les coûts de certaines approches méthodologiques que l'on a entamées pour justement les partager avec le plus grand nombre et essayer de se dire que l'investissement ou le budget ne doit pas être un frein. Et ce avant même finalement peut-être de contracter un prêt bancaire ou un prêt pacte. Mais il y a des possibilités effectivement multiples dès qu'on engage en fin de compte une envie sur cette démarche-là. Donc Soréal, pour rappeler rapidement notre métier principal, c'est de concevoir et de développer des solutions sur mesure pour nos clients en RHD, en snacking, en distribution et en industrie. Nos clients principaux sont donc des grands chaînés de la restauration hors domicile, en fast-food ou en restauration traditionnelle, assise, mais également du coup tous les distributeurs qui approvisionnent les restaurateurs plus petits chaînés ou indépendants. Et on travaille aussi beaucoup avec l'industrie agroalimentaire puisqu'on fournit énormément de nos petits produits, donc qui sont bien souvent des monodoses de sauce ou de marinade qui vont venir accompagner un bol de salade, une couronne de crevettes et j'en passe. Ça, c'est notre métier principal. On a d'autres activités et en toute fin de présentation, je parlerai de l'activité qui est née pendant le confinement parce qu'il est possible de créer, effectivement, d'innover pendant cette période difficile. Au niveau de l'entreprise, donc aujourd'hui, on est bien sûr une PME. En France, donc sur le site de Brie, on est 100 personnes. 500 clients dans 25 pays dans le monde, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 31 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière au global. On a quand même 2 sites de production, donc le site à côté de Rennes et puis un site en Égypte qui a vraiment vocation à être une transmission aussi de savoir-faire et puis de servir le marché du MENA. L'entreprise appartient encore aujourd'hui à 75% à son fondateur et PDG, donc Gilles Bocabeille, et on fonctionne énormément effectivement sur quand même l'innovation par le brevet, par les recettes, et on va le voir plus récemment sur de forts aspects d'innovation packaging, puisque nos produits, donc souvent les monoportions de sauce ou les doses de sauce, sont bien souvent liées à un emballage, et on a un sacré chantier à faire sur le sujet qui est déjà bien entamé chez nous. Donc j'ai essayé de répondre au maximum effectivement dans cette présentation aux questions qui avaient été soulevées dans le cadre de ce morning, surtout sur les aspects d'encadrement peut-être de cette démarche RSE du coup, parce que chez Soréal on a voulu avant tout démarrer par une approche méthodologique plutôt que de démarrer directement dans le produit ou même plus loin dans la communication, ce qui aurait peu de sens, mais c'est d'aller chercher des appuis pour pouvoir avoir une démarche structurée de RSE à notre niveau. Donc aujourd'hui, on ne parle pas encore de raison d'être chez Soréal, on est en train d'y travailler parce que ça va au-delà de ce qui est cité là sur une approche 360 degrés. Malgré tout, depuis toujours, puisque l'entreprise existe depuis 28 ans, on a toujours pour objectif d'offrir à nos clients et à leurs consommateurs des produits gourmands personnalisés. Ça, c'était le leitmotiv de départ, mais aussi précurseur des attentes sociétales de naturalité, de santé, de sécurité et de respect de l'environnement. Et ça, ces aspects-là ne sont pas récents dans l'entreprise, mais on doit aller encore plus loin pour intégrer aussi l'aspect sociétal et social de cette approche et donc pour définir aussi notre raison d'être. Donc on a encore ce travail-là à faire.
Mais l'évolution principale de l'entreprise, et c'est le cas, je pense, peut-être d'autres entreprises, c'est de passer d'un ce qu'on appelait un système de management environnemental, SME, donc très basé sur soit des normes, soit de la réglementation, parce que on n'a pas une entreprise agroalimentaire comme ça sans respecter un certain nombre de cahiers des charges. Donc c'est beaucoup dans la conformité. Ça, c'était l'ancien système, et désormais, depuis 4-5 ans, on est vraiment dans une démarche de RSE, une démarche qui est vraiment impulsée par la direction, et ça c'est un point, je pense, assez important et stratégique dans des structures plus petites, c'est que malgré tout, ça vient quand même d'en haut et ça doit être rapidement diffusé à toutes les strates de l'entreprise, jusqu'à la personne voilà, qui va préparer les cartons chez nous pour les expédier dans les camions ou conditionner nos différents produits. Ça doit vraiment être diffusé, mais ça vient quand même de la direction au départ, c'est quelqu'un en tout cas chez nous. Et dans cette approche du coup RSE, on a mis en place plusieurs approches donc méthodologiques ou plusieurs approches de notation sans aller encore jusqu'à la labellisation. Et donc je vais vous détailler les différents éléments qui nous permettent de nous accompagner sur ces sujets-là et comment ça nous amène finalement à de l'innovation responsable. Donc le premier point d'accompagnement que l'on avait déjà fait en 2017, mais qui se structure davantage là en 2020, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, mais c'est un programme d'accompagnement par la société Greenflex. Donc Greenflex, c'est une société de conseil qui appartient à un grand groupe pétrolier, mais qui accompagne aujourd'hui les entreprises de différentes tailles sur un diagnostic justement RSE 360. Parce qu'on s'est dit qu'après tout, il fallait surtout avoir un bon constat de départ sur ce que l'on savait faire et ce qu'on avait encore comme chantier à mener pour ensuite travailler les différents axes. C'est un programme en fait qui est amené par BPI France. Et donc en fait c'est eux qui sont venus nous chercher à la rentrée 2019 pour nous proposer finalement de participer à ce programme-là. Le programme, en quoi ça consiste? C'est en fin de compte donc initialement 10 mois de demi-journée ou journée de travail qui peuvent se passer donc soit à Paris avec d'autres entreprises qui font partie du même groupe et qui se passent aussi sur site pour la partie diagnostic. Donc je dis 10 mois initialement parce que forcément ça a été un petit peu perturbé et ce sera prolongé, je pense, de 3-4 mois, mais c'est pas du tout gênant. Ça a l'avantage, en fait, dans nos structures, si la RSE, elle est en permanence dans nos esprits et dans notre façon de fonctionner, malgré tout, on n'a pas une personne dédiée et donc, du coup, ça permet de régulièrement se retrouver ensemble autour de la table pour bien faire le point sur les différents sujets de la RSE dans sa globalité. Donc, on a démarré le programme en octobre 2019 et puis on s'est arrêté là en février sur les derniers ateliers. Mais l'idée, c'est de terminer du coup un plan d'action personnalisé et d'aller plus loin sur les différents axes que l'on va travailler dans le futur par rapport à notre entreprise. Donc, c'est vraiment très personnalisé. On est à la fois dans un groupe assez homogène d'entreprises de taille équivalente et pour autant c'est très personnalisé puisqu'on va vraiment aller plus loin dans le diagnostic de ce qui est fait. Ça nous amène à la fin au final à une notation qui ne doit pas être pris comme une bonne ou une mauvaise note, c'est juste un point de départ, comme disait Guénolé sur la partie du pré-pacte, c'est que finalement ce qui compte c'est le progrès, c'est pas est-ce qu'on est bon ou mauvais élève, c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer. Et du coup, pour être transparent sur cette matinée, je vous ai mis le coût de la formation donc, qui est supporté par l'entreprise. Je pense qu'en plus, il y a des dispositifs d'aide, mais a priori, ce qui nous reste à charge, c'est 2 500 € et on peut être autant de membres que l'on souhaite. Bon, après, nous, on est un groupe de 5 mais, sur la partie RSE, mais on peut aller assister aux différents ateliers et surtout les partager entre nous. Donc, ça reste tout à fait accessible. Donc ça, c'est le premier point sur Greenflex.
que l'on fait en parallèle d'autres éléments de mesure de la performance RSE de l'entreprise. Un autre point, c'est une plateforme que vous connaissez peut-être qui s'appelle la plateforme EcoVadis, qui est une plateforme qui est un système d'évaluation de la performance entre un client et un fournisseur. Aujourd'hui, c'est principalement nos clients qui sont souvent des clients majeurs de l'industrie agroalimentaire qui nous demandent de nous évaluer finalement sur cette plateforme-là parce que eux ont besoin d'avoir cette évaluation et d'avoir un système de notation pour comparer certainement avec d'autres fournisseurs. En tout cas, ça se fait en auto-évaluation avec des documents que l'on fournit sur la plateforme. Et ça a aussi l'intérêt dans cette démarche-là d'être sur une notation avec une notion de progrès, puisqu'on travaille, et je vous ai mis du coup ici le dernier score de Soréal lorsqu'on a fait ce premier audit en 2019, j'ai plus le mois en tête, mais on travaille sur 4 items, donc l'item environnement, l'item social et droits de l'homme, l'item éthique et les achats responsables. Et ces 4 items affiliés à plusieurs critères de notation et surtout la notion de justification, c'est peut-être ce qui est le plus difficile dans nos PME, c'est que parfois on fait les choses bien, mais en fin de compte, on ne sait pas forcément le dire, ou on ne parle même pas de communication, là, mais au moins de formaliser un document, une charte d'engagement responsable, une charte éthique, une charte sociale. Donc il y a des choses qu'on peut affirmer que c'est fait, mais on a du mal à le justifier, à le prouver parce qu'on est sûrement moins bien équipé sur la partie formalisation. Donc c'est des sujets sur lesquels justement ça nous force à travailler parce que sinon nos notes peuvent être amenées à baisser, non pas parce qu'on fait moins bien qu'avant, mais juste parce qu'on n'a pas apporté la preuve et qu'aujourd'hui la preuve prime sur finalement le déclaratif. Et là, pareil, pour être en transparence avec les personnes qui écoutent la matinale, on est sur un coût annuel de 450 € pour être sur cette plateforme. Donc encore une fois, c'est une plateforme de mise en relation, enfin de notation client-fournisseur, mais qui a quand même du sens et qui permet derrière après d'avoir des axes de communication, surtout dans cette approche axe de progrès. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel on peut s'appuyer, nous, sur ce diagnostic de performance RSE. Et le troisième point qui n'est pas le plus petit, mais qu'on est très content d'avoir démarré en début d'année, fin d'année dernière même, c'est ce qu'on appelle le projet Green Go. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est l'ADEME donc, qui est à l'origine de ce programme-là. En fait, c'est un appel à projet qui se fait tous les ans pour que des entreprises justement puissent avoir accès à une démarche d'analyse du cycle de vie, donc un diagnostic vraiment complet de notre entreprise. On va le voir après dans le détail. Par exemple, sur la promotion 2019, dont on fait partie, c'est 19 entreprises qui ont été sélectionnées de toute taille, de tout secteur d'activité, pas forcément dans l'agroalimentaire, loin de là, mais pas mal quand même finalement. Et donc, on est accompagné à la fois par l'ADEME, mais surtout derrière, on est accompagné par un organisme. Donc, nous, on a choisi un organisme qui s'appelle EVA, qui intervient vraiment comme conseil et suivi de nos pratiques d'entreprise pour l'analyse donc du cycle de vie et pour nous amener vers une éco-conception de nos produits. Donc, analyse de cycle de vie, pour ceux qui ne le pratiquent pas, même si j'ai vu que Valorex, vous l'aviez fait sur la partie bleu blanc cœur, ça s'appuie sur des normes, donc ISO 14040 et 14044. Donc c'est un processus qu'on ne peut absolument pas mener en interne par nos propres moyens. Ça nécessite une collecte de données très très dense et vous le voyez sur le schéma qui est affiché ici. Ça va effectivement de l'amont de la filière, des filières agricoles et des produits, des entrants que l'on fait arriver sur notre site, notamment en matière première pour la composition de nos recettes, en passant par toute l'analyse de la production, mais ça va très très loin sur l'analyse de la production, la gestion bien sûr de nos déchets, la gestion de nos énergies, la fabrication en elle-même, comment elle est réalisée, sous quelle méthode. Donc on est vraiment dans une notion de collecte et de constat jusqu'à la chaîne de transport.
qui est très poussée. Donc là, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est sur cette partie collecte de données. Donc c'est de toute façon, le projet Gringo en lui-même, c'est sur 18 mois, donc c'est assez dense et ça peut paraître long au départ, mais finalement, ça passe déjà très vite et puis on a bien besoin de ce temps-là pour collecter l'ensemble des données. Et l'idée ensuite, c'est d'avoir justement une analyse du cycle de vie complète sur plusieurs indicateurs pour nous permettre en fin de compte de savoir en réalité, par rapport à notre activité réelle, les points sur lesquels peut-être on pêche le plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des a priori dans une entreprise en se disant là où on n'est peut-être pas bon, c'est par exemple nous on pourrait se dire c'est le packaging. D'autres pourraient se dire c'est sur mon système de transport, mais finalement en fait ça a le mérite d'être complètement neutre et d'apporter une vision éclairée et scientifique de notre modèle pour savoir justement sur quels éléments il faut travailler en priorité pour améliorer notre analyse du cycle de vie, pour améliorer nos impacts environnementaux. Donc on travaille effectivement sur l'impact de l'air, de l'eau, des sols, sur les hommes, sur les animaux aussi, même si nous on est un petit peu moins concernés dans notre activité relativement végétale, mais ça prend vraiment en compte tous ces aspects-là pour définir finalement les aspects les plus prioritaires. Est-ce que c'est dans la partie achat justement responsable de nos matières premières? Est-ce que c'est dans le travail de nos packaging? Et ça va nous donner, mais on est en plein en train de le faire, donc j'ai même pas la conclusion à vous donner, mais ça va nous donner du coup les éléments de priorisation et on aimerait au final avec ce dispositif-là arriver à un outil de modélisation. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais d'éco-conception, c'est-à-dire demain on veut lancer une nouvelle recette, on rentre plusieurs données dans un outil et ça nous donne finalement la meilleure équation pour avoir un produit le plus positif en termes d'impact et effectivement plus neutre parce que la neutralité ça ne suffit plus. Je crois que c'était Anne-Charlotte qui en parlait tout à l'heure, mais vraiment positif dans son impact sur l'environnement social et sur l'écologie. Sur ce programme Gringo, là aussi, alors sans mettre les montants parce que ça peut faire peur, mais en fait l'essentiel, vous le comprendrez, de cette démarche-là, c'est finalement le cabinet d'audit EVA qui est coûteux. Le reste du budget, c'est principalement du temps homme chez nous, donc chez les cadres de Soréal, principalement sur la partie production, achat, mais également sur toute personne intervenant dans l'entreprise. C'est principalement du temps à passer pour réaliser la collecte des données, pour assister à l'ensemble des copiles et des codecs qui peuvent être mis en place. Mais l'essentiel de la dépense, on va dire, externe, elle est liée au cabinet EVA. Et sur cette partie-là, l'ADEME prend 50% du financement global du projet. Donc, pour faire simple, ça couvre quasiment la totalité des frais engagés auprès de ce cabinet de conseil. Donc, finalement, hormis du temps, mais qui est bien sûr productif pour Soréal, eh bien, c'est que positif, en fin de compte, de lancer cette démarche-là. Il faut juste s'y tenir et du coup avoir un groupe de travail assidu. Mais on comprend en fait vite que ça nous amène vers des solutions et vers des axes d'amélioration qui, en plus de ça, sont bien souvent à double vocation économique et écologique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très important d'avoir ce double avantage derrière. Donc voilà pour le dispositif Gringo ADEME, mais j'incite les entreprises à participer à l'appel à projet parce que c'est une démarche qui est très positive et qui en plus nous amène à un accompagnement qui fonctionne très très bien. Voilà pour terminer sur la partie on va dire méthodologie, mais là ça sort un petit peu du cadre, c'est ce que Romain a cité effectivement tout à l'heure. Soréal adhère depuis 2017, mais cette année en 2020 est passé en présidence de l'association des dirigeants responsables de l'Ouest Rennes-Bretagne. Donc DRO, c'est en fait à la base une association qui a été créée dans les Pays de la Loire, à Nantes précisément, mais qui commence à prendre vraiment de l'ampleur dans l'Ouest élargi, on va dire, et qui en fin de compte permet à des dirigeants, puisque c'est vraiment l'objectif, c'est que ce soit les dirigeants qui soient impliqués dans cette association-là, puissent
partager leurs bonnes pratiques, puissent mettre en place des chantiers pour avancer sur des dispositifs autour de la RSE. Et en fait, au total, aujourd'hui, DRO Grand Ouest, c'est plus de 200 entreprises, ce qui au final va représenter plus de 110 000 salariés. Mais c'est pas que des grosses structures, loin de là. Pour vous donner des exemples, sur DRO Rennes-Bretagne, donc il y a 21 sociétés adhérentes, dont des grosses structures comme Arkea ou Tribala également, mais et Galapagos aussi qui fait partie des grosses entreprises, mais bien sûr des plus petites comme Loup Légumes, la Feuille d'Érable. Enfin, on a vraiment des plus petits adhérents qui sont là vraiment dans une démarche là aussi de progrès et de se dire qu'on partage ces sujets-là une fois par mois entre dirigeants pour avoir finalement la meilleure vision. Donc quand je parlais voilà, d'impulsion par la direction, c'est un exemple très, très concret. Et en fin de compte, dans notre approche Soréal de la RSE et dans la manière dont on apporte cette méthodologie depuis quelques années maintenant, on a voulu avant tout, et avant de démarrer une communication externe auprès de nos clients, faire de la sensibilisation en interne, parce qu'on a quand même 100 personnes. Les 100 personnes ne travaillent pas sur ces sujets-là au quotidien, loin de là. Et donc, en fait, on a réalisé un film à vocation interne pour l'instant uniquement en septembre, enfin l'été dernier, pour sensibiliser l'ensemble du personnel aux critères justement environnementaux, sociétaux, et puis finalement aussi rassurer en faisant notre propre diagnostic très terrain, très visuel. Donc voilà, ça a été filmé pendant tout l'été sur qu'est-ce qu'on faisait pour nos déchets, qu'est-ce qu'on fait pour nos énergies, comment on travaille nos recettes, comment on travaille sur les packaging, comment on est intégré dans la vie locale, et donc du coup d'apporter finalement, alors c'est pas des preuves, mais un petit peu quand même, d'apporter des éléments de rassurance auprès de nos salariés. Donc c'était l'objectif de communiquer d'abord en interne pour ensuite être légitime à le faire finalement auprès de nos clients et après sur les différents leviers que l'on peut avoir. Donc du coup, quand j'entendais effectivement parler tout à l'heure de greenwashing, c'est une notion bien connue effectivement en marketing ou même en communication, mais je pense qu'en PME finalement on peut très peu se le permettre parce qu'on est dans une démarche très humble et très réaliste de ce que l'on fait, et on cherche avant tout, comme le disait Guillaume juste avant moi, à bien faire. On a des savoir-faire, on a des choses qui sont très bien faites, et ensuite on le fera savoir, mais quand le socle sera bien posé. Donc peut-être que je pourrais mettre à disposition de Valorial, si jamais ça intéresse des personnes, le petit film qu'on a déjà diffusé maintenant un petit peu plus qu'en interne, mais ça reste toujours au sein d'autres entreprises ou groupes de travail. Mais voilà, ça c'est pareil, ça a été réalisé avec des compétences en interne, donc pour l'instant coût relativement faible pour l'entreprise, mais c'est surtout du temps et de l'investissement personnel. Et tout ça, finalement, parce qu'on n'oublie pas quand même le fond et notre métier, donc toute cette approche méthodologique sur laquelle on prend quand même du temps là, sur ces dernières années, ne doit nous emmener finalement que vers de l'innovation responsable. Et nous, on appelle ça le bon couple recette-packaging, puisqu'on travaille à la fois, nous, les recettes, on est fabricants, et on conditionne nos recettes. Et les deux ont des impacts très forts aujourd'hui sur l'ensemble des métiers alloués. Donc on doit absolument avoir une façon de réfléchir l'innovation qui prend en compte ces aspects RSE. On ne peut plus le faire sans, de toute façon, on faisait déjà très peu sans, mais maintenant on va toujours chercher ce bon couple d'innovation. Et ce que j'avais mis, effectivement, pour moi, il n'y a pas de preuve d'engagement, il n'y a que des actions. Et c'est par le concret qu'on est capable de prouver que oui, on s'engage sur la partie packaging ou sur la partie recette. Donc là, je vous ai mis juste quelques visuels concrets pour nous replonger dans nos activités. Mais sur les packaging, on vient de lancer là une gamme de sauces fromagères. Donc ça, c'est la partie recette. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ce sont des recettes sans conservateur, selon un process spécifique qui nous permet justement d'avoir des recettes les plus clean possibles.
et avec tous les avantages demandés par nos clients, à savoir du goût, de la texture et puis des durées de vie qui sont raisonnables par rapport à une activité de restauration, et un couple packaging, enfin et du coup un binôme packaging révolutionnaire, parce que là on travaille en partenariat avec une société basée dans le sud de la France, donc qui s'appelle Sempack, et on est en train de lancer donc ce nouveau format qui est à cheval, on va dire, entre une bouteille et un doy pack, mais qui a surtout des grandes propriétés en termes de réduction de l'usage du plastique, parce que c'est 75% de plastique en moins par rapport à une bouteille classique. C'est complètement compressible, donc du coup en termes de volume de déchets, ça diminue de 85% les volumes de déchets dans les poubelles. Et puis bien sûr, c'est 100% recyclable. Du flacon jusqu'au bouchon, on est sur du monomatériau, donc 100% recyclable dans les filières en place aujourd'hui. Donc pour nous, ça semblait complètement impossible de lancer ces mêmes recettes fromagères dans un autre packaging qui n'aurait pas eu tous ces atouts en face. L'autre exemple à côté, sur les petits sticks, et donc deux exemples du même packaging mais de deux produits différents, mais c'est un stick en papier recyclable. En fait, c'est une technologie d'un fournisseur, pareil, sur lequel on s'appuie, qui nous permet en fait d'être aujourd'hui le premier stick de sauce, donc en l'occurrence par exemple d'huile pimentée, en filière recyclable papier-carton, puisqu'en fait ce stick-là n'est pas que en papier, sinon nos sauces ne tiendraient pas à l'intérieur, mais la quantité de papier dépasse les 50% et nous permet en fait de passer dans la filière papier-carton. Et en fin de compte, ce produit-là, sur lequel on travaille depuis 18 mois, voire plus, on l'a lancé sur un projet qu'on n'aurait pas imaginé avant le 18 mars, mais qui est une dose de gel hydroalcoolique, donc une monoportion de gel hydroalcoolique, parce qu'on a vu que pendant cette période-là, effectivement, il y avait eu quand même un petit boom de produits plastiques, de sécurité justement alimentaire ou de sécurité des personnes, avec des masques jetables, avec du coup un regard peut-être un petit peu laissé de côté quelque temps pour notre santé sur des produits jetables. Mais on s'est dit que ça n'avait pas de sens en fait de lancer quelque chose en 2020, même pendant une crise Covid, qui serait polluante pour la planète. Donc en fait, on a travaillé du coup sur nos doses, sur des doses de gel hydroalcoolique sur ce format papier, puisque on avait entamé ce travail-là en amont. On avait la matière et donc on a juste changé nos plans et interverti finalement des lancements pour capitaliser sur ce produit-là qui est aujourd'hui demandé par le marché, puisque nécessaire pour la partie hygiène des mains. Et donc c'était un peu justement l'idée sur laquelle je rebondis, qui était que pendant cette période-là, au contraire, je pense qu'il y a eu une recherche de sens qui a été encore plus forte, et l'entreprise Soréal a bien rebondi, sans le prévoir bien sûr, sur une activité de conditionnement de gel hydroalcoolique, mais toujours en réfléchissant au meilleur couple recette, ou on va dire contenu packaging, pour avoir un impact surtout pas négatif, neutre au mieux, mais surtout positif pour l'environnement, et puis de manière sociétale, de manière globale. Et donc, juste une phrase que j'avais notée, enfin qu'on avait tous notée chez Soréal quand on a écouté la très bonne conférence de Philippe Zilberzan lors de l'Estive à L'Oréal, c'était que finalement, en fait, en sachant s'entourer des bons partenaires, on peut accumuler du coup des petites victoires d'innovation dans l'entreprise, et qui nécessitent finalement des petits moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on capitalise vraiment sur des partenariats fiables et solides pour pouvoir innover à moindre coût au final, pour pouvoir surtout tester la réactivité, la sensibilité du marché, et puis pas mettre en péril l'entreprise sur une innovation majeure qui ne serait pas forcément attendue. Donc aujourd'hui, l'innovation responsable en PME à moindre coût, moi je dis oui, bien sûr, c'est bien sûr possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sophie. Sur le fond, sur la forme, c'est très appréciable. J'espère que tous nos participants ont pris autant de plaisir à écouter ces témoignages que nous à préparer ça. On a vraiment voulu quelque chose de complémentaire, et de mon impression et des retours, j'ai l'impression que c'est le cas.
on